Mais qui est Boris Johnson, le favori pour succéder à Theresa May, et pourquoi inquiète-t-il autant les Européens? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Bruxelles, retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Derek. Bonjour Olivier. Boris Johnson a promis de quitter l'Union européenne le 31 octobre au plus tard, avec ou sans accord. Comment est-il perçu à Bruxelles? Est-il le candidat qui inquiète le plus? Mais, écoutez Olivier, avant tout, ce qu'il faut rappeler, c'est que comme d'habitude, Bruxelles ne fait pas de commentaires officiels sur des affaires politiques en cours. Donc officiellement circuler. Officieusement, bien sûr, ça fait beaucoup parler. Et ça ne serait pas une bonne nouvelle vu de Bruxelles, c'est certain. Boris Johnson, c'est une des figures du Brexit, de la campagne du Leave. Et ce serait un nouveau signal assez négatif après le fort succès du Brexit Party de Nigel Farage aux dernières élections européennes. C'est un personnage qui est complexe, qui peut être tempétueux, pas forcément quelqu'un avec qui il sera facile de négocier. Voilà. Pour autant, à Bruxelles, ce qui est important, c'est de ne pas personnaliser le débat. Jean-Claude Juncker l'a encore répété, ce n'était pas un accord entre Theresa May et Jean-Claude Juncker, c'était un accord entre un pays et l'UE. Donc il faut vraiment, Bruxelles veut éviter de personnaliser le débat et puis aussi pas encore tomber dans le piège de surinterpréter les rotomondades d'un personnage qu'on connaît dans une période de campagne électorale pour lui. Donc pour l'instant, Bruxelles est assez encore dans un mode wait and see. Une période donc électorale au Royaume-Uni, et Boris Johnson s'est exprimé il y a quelques jours en rappelant l'argument du no deal, mais en mettant un petit peu d'eau dans son vin. On l'écoute. Let me clear that I am not aiming for a no deal outcome. I don't think that we will end up with any such thing. But it is only responsible to prepare vigorously and seriously for no deal. Indeed, it is astonishing that anyone could suggest dispensing with that vital tool of negotiation. Voilà, c'était donc Boris Johnson qui s'exprimait concernant la possibilité d'un no deal, mais il y a également la possibilité que Londres ne paye pas le fameux chèque britannique estimé à 40 ou 45 milliards d'euros et qui permettrait de régler ses soldes avec l'Union européenne. Derek, quels sont les moyens de pression du côté des Européens pour que Londres paye même en cas de no deal? Alors, il faut rappeler ce qui se passe légalement. S'il y a un deal, c'est très simple, la facture en fait partie, la question est réglée. S'il n'y a pas de deal, l'ensemble tombe et les Anglais en concluent, mais bien trop rapidement. Et bien dans ce cas-là, pourquoi on paierait? La réalité, c'est que cette addition, elle ne sort pas de nulle part et qu'elle correspond à des promesses qui sont déjà faites, c'est-à-dire des engagements qui sont déjà pris dans des programmes européens par le Royaume-Uni comme membre total. Alors on parle de l'UE. Donc de toute façon, à terme, cet argent, légalement, il sera dû. Ensuite, pour autant, on voit que le ton commence à monter à Bruxelles. Quand cette question était un petit peu soulevée, jusqu'ici, Michel Barnier avait des formules très diplomatiques. Je ne peux pas imaginer qu'un grand pays, avec l'histoire de l'Angleterre, n'honore pas ses engagements internationaux. Là, cette semaine, on a vu le ton un petit peu changer. Günther Oettinger, le commissaire au budget européen, connu pour son franc-parler, il a un petit peu haussé le ton. Il a expliqué que les Européens attendaient que le chèque soit payé, quel que soit le leader de l'Angleterre en face d'eux. Quel est le moyen de pression? Il est assez simple, c'est la négo qui doit s'ouvrir derrière. Parce que là, on est en train de parler du divorce, mais ce qui compte, c'est toute la relation future. Sur l'histoire longue, c'est ça qui va compter, c'est l'accord commercial que trouveront ou pas les Anglais et l'UE. Et l'Union européenne, elle fait savoir très clairement que commencer par payer ce qui est dû, ce sera un préalable indispensable à l'ouverture de toute négociation commerciale. Et au-delà de ce chèque britannique, il y a d'autres sujets sensibles comme la frontière irlandaise avec le backstop ou encore la pêche. Derek, qui au final a le plus à perdre sur tous ces sujets-là, Londres ou Bruxelles? La première réponse, ce serait les deux, mon capitaine. C'est dans un divorce, tout le monde y perd. Donc ça, on le sait côté européen et on voit le Brexit plutôt comme une opération de damage control, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée ici. Il faut limiter la casse. Donc de la casse en Europe, il y aura un trou dans le budget, il y aura des complications pour un certain nombre de filières industrielles parce que les échanges avec l'Angleterre seront compliqués, l'aéronautique, l'automobile, il y aura un enjeu pour la pêche.
avec le maintien de l'accès aux eaux territoriales britanniques qui est très important pour les pêcheurs français en particulier. Donc il y aura de la casse en Europe. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui ont le plus à perdre, indéniablement, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dépend énormément, aussi bien pour ses importations comme pour ses exportations, du commerce avec le continent. Si celui-ci est limité, compliqué, c'est celui qui va y perdre le plus. C'est ce que disent des rapports assez alarmistes en début d'année de la Banque d'Angleterre ou du gouvernement. Oui, de très très loin, c'est les Anglais qui ont le plus à perdre. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop surinterpréter non plus les propos battant-guerre de Boris Johnson. Merci Derek pour vos explications. Je rappelle que vous êtes l'un de nos correspondants à Bruxelles. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.